En février 2025, le monde célèbre le 3e anniversaire de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Ce qui était autrefois envisagé comme une victoire rapide et décisive pour la Russie s'est transformé en une humiliation mondiale. Plus d'1 million de victimes, des milliards perdus en matériel militaire et la position mondiale de la Russie en ruine ne sont que quelques-unes des conséquences. L'invasion, que Poutine pensait renforcerait sa domination, a plutôt révélé de profondes vulnérabilités au sein de son armée et de son leadership. Encore plus embarrassant pour le président russe, l'Ukraine a réussi à conserver la région de KSK, l'une des zones stratégiques clés de la Russie, depuis août 2024. Cela a donné à Kiev un levier puissant, renversant le cours de la guerre et renforçant sa position dans les futures négociations. La trajectoire de la guerre a pris un autre tournant dramatique en novembre 2024, suite au retour inattendu de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Pendant sa campagne, Trump avait promis qu'il mettrait fin à la guerre dès son premier jour en fonction. Au milieu de ce changement géopolitique, Poutine a lancé une opération spéciale pour reprendre la région de KSK, espérant inverser sa fortune. Ce qui a suivi a été une campagne de 5 mois qui est devenue un désastre coûteux pour la Russie. À la fin de l'opération, le commandant en chef de l'Ukraine a rapporté plus de 38 000 victimes russes, dont 15 000 morts et la perte de plus de 1 000 actifs militaires. Les forces russes, avec un taux de perte stupéfiant de 76%, ont été forcées de battre en retraite, leur tentative de reprendre la région contrecarrée par une défense ukrainienne bien coordonnée et déterminée. La résistance féroce et la résilience de l'Ukraine face à des obstacles écrasants ont souvent été comparées à la défiance de la Finlande pendant la guerre d'hiver de 1939-1940. Pendant cette guerre, la Finlande, bien que surpassée en nombre et en armement, a réussi à tenir tête à l'Union soviétique en utilisant l'ingéniosité stratégique, le terrain et la détermination. Les forces finlandaises ont employé la guérilla, exploitant les conditions hivernales rigoureuses pour déjouer l'armée rouge soviétique. Elles ont exécuté des attaques éclairs, tendu des embuscades aux lignes d'approvisionnement et utilisé la tactique du moti pour diviser les divisions soviétiques en groupes plus petits et plus vulnérables. Malgré 26 000 pertes, la Finlande a infligé plus de 126 000 pertes soviétiques, forçant Staline à chercher une paix négociée. Avançons jusqu'à aujourd'hui et l'Ukraine se trouve dans une situation similaire. Bien que l'Ukraine soit également désavantagée en termes de nombre et de puissance de feu, elle a trouvé des moyens de transformer ses faiblesses en force. L'innovation tactique, y compris l'utilisation de drones pour la reconnaissance, et les frappes de précision combinées à des armes occidentales avancées telles que les missiles HIMARS et Patriot, a aidé l'Ukraine à égaliser le terrain de jeu. L'Ukraine a ciblé les lignes d'approvisionnement russes, les dépôts de munitions et les centres de commandement avec une précision mortelle, épuisant les forces russes tout en minimisant ses propres pertes. En utilisant la guerre de tranchées, les embuscades et les tactiques asymétriques, les forces ukrainiennes ont transformé chaque pouce de terre contesté en un champ de bataille coûteux pour la Russie. La stratégie de la Finlande pendant la guerre d'hiver n'était pas axée sur la victoire totale, mais sur la survie. En rendant la guerre trop coûteuse pour l'Union soviétique, la Finlande a forcé Staline à la table des négociations. En conséquence, la Finlande a cédé 11% de son territoire, mais a préservé son indépendance. Un exploit extraordinaire étant donné l'objectif initial de Staline d'annexion. L'Ukraine, suivant une stratégie similaire, s'est concentrée sur la reprise des territoires détenus par la Russie et leur transformation en atout de négociation. Ces gains territoriaux ont mis la Russie sur la défensive, renforçant la position de l'Ukraine dans toute future négociation de paix. Comme la Finlande, l'Ukraine montre qu'avec détermination, résilience et acuité stratégique, une nation plus petite et apparemment plus faible peut forcer une puissance beaucoup plus grande à reconsidérer ses objectifs. Alors que l'Ukraine continue de se battre, les dynamiques changeantes de la politique internationale deviennent de plus en plus critiques. Avec les États-Unis comme principal allié de l'Ukraine, le retour de Donald Trump au pouvoir a suscité des préoccupations importantes à Kiev. Les États-Unis ont fourni à l'Ukraine un soutien sans précédent, engageant entre 91 milliards et 108 milliards de dollars d'aide en septembre 2024. Ce soutien n'a pas seulement été financier, mais aussi logistique, avec la formation militaire et le renseignement américain étant cruciaux dans le succès de l'Ukraine. Des programmes comme l'opération Fearless Guardian ont formé les forces ukrainiennes à des systèmes avancés comme les missiles HIMARS et Patriot,
tandis que le renseignement américain a joué un rôle clé en aidant l'Ukraine à défendre Kiev et à exploiter les faiblesses russes dans sa contre-offensive contre KSK. La position de Trump sur l'Ukraine reste un point de discorde majeur, bien qu'il ait promis de mettre fin rapidement à la guerre. Il existe une réelle possibilité que son administration pousse pour un plan de paix qui ne soit pas aligné sur les objectifs de l'Ukraine. Si les États-Unis devaient réduire leur soutien ou le rendre conditionnel, la Russie pourrait obtenir un avantage significatif, surtout si l'Ukraine n'a plus le levier de l'aide militaire américaine. Dans ce contexte, les gains territoriaux de l'Ukraine sont cruciaux, car ils fournissent des atouts de négociation essentiels dans d'éventuelles négociations de paix. L'une des offensives les plus significatives de l'Ukraine a eu lieu le 6 août 2024, lorsque les forces ukrainiennes ont lancé une attaque surprise sur la région de KSK en Russie. L'opération, impliquant 1000 soldats ukrainiens, a été soutenue par des chars, des drones et des systèmes de guerre électroniques. Des points stratégiques, y compris l'autoroute vitale R200, ont été ciblés dans une attaque bien coordonnée. Les forces ukrainiennes ont saisi des villages et des points de contrôle en quelques heures, perturbant les chaînes d'approvisionnement russes et forçant des retraites chaotiques. En même temps, les systèmes de brouillage ukrainiens ont désactivé les communications russes, leur donnant un avantage significatif. L'opération a démontré l'adaptabilité et le génie tactique de l'Ukraine, renforçant leur position à la fois sur le champ de bataille et dans les futures négociations. Le succès de l'offensive de KSK n'a pas été une victoire éphémère. Les forces ukrainiennes ont rapidement fortifié le territoire capturé, se préparant à l'inévitable contre-attaque russe. Elles ont utilisé des machines de creusement de tranchées de Donetsk pour construire des structures défensives, créant une forteresse imprenable. Des mines, des barrières anti-chars et des équipes de tireurs d'élite ont été placées stratégiquement, tandis que des drones équipés d'imagerie thermique suivaient les mouvements russes. Les forces ukrainiennes avaient toujours une longueur d'avance. Un officier remarquant « Nous connaissions leur plan avant qu'ils n'agissent ». Lorsque les forces russes se sont regroupées et ont lancé leur contre-attaque, elles ont été confrontées à une résistance féroce. L'infanterie et les chars russes ont fait face à des défenses ukrainiennes fortifiées avec des pertes dévastatrices. Les tactiques russes obsolètes n'ont fait que rendre leur contre-offensive plus prévisible et inefficace. Les forces ukrainiennes ont infligé de lourdes pertes, les blogueurs militaires russes critiquant l'opération comme un désastre complet. En quelques jours, l'Ukraine avait saisi 1300 km² de territoire russe, y compris 92 établissements, un coup qui a forcé la Russie à se mettre en mode défensif et a radicalement changé l'équilibre de la guerre. L'offensive de KSK a également eu des implications significatives pour la stratégie plus large de la Russie. À la suite de ces échecs à KSK, la Russie a été forcée de redéployer des troupes de Donetsk et Kharkiv vers la région. Le redéploiement a laissé les défenses russes à Donetsk plus faibles, permettant aux forces ukrainiennes de se regrouper et de renforcer leur position. Fin 2024, la menace pour le hub logistique ukrainien de Pokrovsk avait diminué, offrant à l'Ukraine un répit vital. Pendant ce temps, à Kharkiv, les avancées russes ont stagné alors que les troupes étaient détournées vers KSK. La diversion des forces a exposé la fragilité de la stratégie de la Russie, alors que les conscrits et les unités de milice peinaient à tenir leur position contre des forces ukrainiennes mieux équipées. Fin 2024, l'Ukraine avait repris un territoire significatif à Kharkiv, soulignant les faiblesses de l'approche militaire de la Russie. Malgré les pertes de la Russie, les médias d'État russes ont tenté de dissimuler les échecs avec des revendications exagérées de victoire. Le général de division Apironovitch Alov, une figure désormais éminente de la propagande russe, a affirmé que l'offensive de l'Ukraine impliquait 12 000 soldats et 200 chars, tous prétendument détruits par les forces russes. En réalité, seuls 1000 soldats ukrainiens ont participé à l'incursion et ils avaient une fraction des véhicules qu'Alov prétendait. Des rapports indépendants confirment que l'Ukraine a conservé le contrôle de la majeure partie de la région de KSK et les contre-attaques russes ont été confrontées à une résistance féroce, soulignant les défis croissants pour les forces russes. La guerre a pris un autre tournant imprévisible avec l'implication des troupes nord-coréennes. Dans un geste désespéré, Poutine a sollicité l'aide du leader nord-coréen Kim Jong-un. Lors d'une visite historique, les deux dirigeants ont signé un accord de partenariat stratégique axé principalement sur la coopération militaire. Le traité a permis à la Russie de déployer de 10 000 à 12 000 soldats nord-coréens pour soutenir sa campagne à KSK. Le résultat a été désastreux.
La barrière linguistique, le manque d'entraînement et la mauvaise condition physique de nombreux soldats nord-coréens en ont fait des passifs plutôt que des atouts. Des milliers de Nord-Coréens sont morts dans le conflit, beaucoup étant mal préparés aux exigences de la guerre moderne. Malgré ces défis, la Russie a poursuivi son avancée coûteuse à KSK. Les forces russes ont réalisé des gains lents et progressifs, sécurisant des parties de Kourkove et d'autres zones stratégiques. Mais leurs progrès ont eu un coût stupéfiant. Les pertes russes ont été élevées, certains rapports indiquant plus de 1000 pertes par jour. Les tactiques de broyeuse de viande que la Russie continue d'employer, envoyant des conscrits mal entraînés et des soldats nord-coréens en première ligne pour absorber le feu ukrainien, se sont avérées inefficaces et dévastatrices. Ces tactiques rappellent l'approche de l'Union soviétique pendant la guerre d'hiver, où des vagues de soldats mal équipés ont été sacrifiés pour épuiser l'ennemi. L'Ukraine a fortifié ses positions à KSK avec des défenses bien planifiées et à plusieurs niveaux. La région est maintenant un labyrinthe de villages fortifiés, de tranchées et d'obstacles anti-chars, rendant les avancées russes prévisibles et coûteuses. Les forces ukrainiennes ont exploité ces défenses pour infliger de lourdes pertes aux troupes russes, y compris les soldats nord-coréens envoyés au combat. En janvier 2025, le renseignement ukrainien a rapporté plus de 4000 pertes nord-coréennes, soit près de la moitié du nombre de troupes initialement déployées, soulignant l'échec catastrophique de la stratégie de la Russie. Malgré les pertes croissantes, Poutine reste déterminé à atteindre son objectif de reprendre chaque pouce de territoire perdu. Son refus de s'adapter et sa persistance à utiliser des tactiques obsolètes n'ont fait qu'exposer les vulnérabilités de son armée et de son leadership. Le succès de l'Ukraine à tenir KSK et à reprendre du territoire à la Russie a été une victoire stratégique et symbolique qui humilie l'armée russe de la même manière que la résistance de la Finlande a humilié l'Union soviétique pendant la guerre d'hiver. L'histoire se répète. Poutine, comme Staline avant lui, a sous-estimé son adversaire plus petit. La victoire de la Finlande dans la guerre d'hiver était un témoignage du pouvoir de la détermination et de la pensée stratégique. De même, la capacité de l'Ukraine à défier et à endommager une superpuissance militaire prouve que la résilience, la technologie moderne et l'innovation tactique peuvent surmonter même les adversaires les plus redoutables. Bien que la guerre soit loin d'être terminée, l'Ukraine a déjà réalisé l'impensable. Elle a non seulement survécu, mais a considérablement affaibli la position de la Russie sur la scène mondiale. Alors que le conflit approche de sa 3e année, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés et le monde observe alors que l'Ukraine continue de réécrire les règles de la guerre.